Assalamu alaikum. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالراح بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Bonsoir, l'Histoire en marche est une émission réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali, Mariam Abd pour vous accompagner au micro. Participe à ce programme l'Akhdar Brahimi, envoyé spécial et représentant du secrétaire général de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie de 2012 à 2014. L'Akhdar Brahimi sera avec nous à partir de Paris. En 2014, des négociations entre opposition et régime syrien se sont tenues durant 10 jours à Genève. Pour la première fois, les ennemis syriens se parlaient en dépit d'une pression permanente, tant de l'émissaire de l'ONU, l'Akhdar Brahimi, que des parrains des négociations, à savoir les États-Unis et la Russie. Les deux délégations, gouvernement et opposition, n'ont trouvé aucun terrain d'entente. La rencontre, inédite par ailleurs, s'est transformée en véritable échec. Les acteurs régionaux et la communauté internationale peuvent aider à rappeler aux deux camps, le gouvernement et l'opposition, qu'il faut commencer rapidement des discussions sans prérequis d'aucun côté pour répondre aux questions approuvées au meeting de Vienne. Réunis le 18 décembre dernier à New York pour discuter d'un éventuel plan de paix en Syrie, les grandes puissances sont tombées d'accord sur un projet de résolution. Le texte, adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, envisage des négociations de paix entre le pouvoir syrien et l'opposition à partir du mois en cours. Moscou a fait savoir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qu'il est impératif de s'entendre sur deux listes, et cela avant l'ouverture de ces négociations. Nous devons nous entendre sur deux listes. La première, c'est celle des organisations terroristes, pour lesquelles un cessez-le-feu ne s'applique pas. Et la seconde liste est celle des différentes délégations de l'opposition, avec lesquelles il y aura des discussions sous les auspices des Nations Unies et du représentant du secrétaire général, qui a un rôle de coordination. Tenant compte des intérêts et d'agendas multiples, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, insiste de son côté sur l'implication positive des acteurs régionaux et plus globalement de la communauté internationale afin de parvenir à des négociations politiques sans prérequis d'aucun côté. Les acteurs régionaux et la communauté internationale peuvent aider à rappeler aux deux camps, le gouvernement et l'opposition, qu'il faut commencer rapidement des discussions sans prérequis d'aucun côté pour répondre aux questions approuvées au meeting de Vienne. L'escalade des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a rendu hypothétique les prochaines négociations sur la Syrie. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, un conflit entre Téhéran et Riyad menacerait les pourparlers de paix. Frank-Walter Steinmeier invite les deux parties à jouer un rôle constructif à propos de la question syrienne. Les informations qui nous parviennent indiquent que les deux pays veulent continuer à jouer un rôle constructif à propos de la question syrienne. Mais si l'escalade se poursuit, il ne sera pas possible de contrôler les dynamiques de conflit. Nous devons donc poursuivre les discussions avec les deux capitales. Les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergueï Lavrov, qui se sont rencontrés hier, ont voulu donner une ultime impulsion au projet de l'ONU de négociation de paix à Genève entre le régime et une partie de l'opposition. Nous ne pensons
pas du tout à repousser le début des négociations à février. Nous sommes sûrs que dans quelques jours, en janvier, ces discussions devraient commencer. Les revendications politiques des Syriens lors de manifestations pacifiques ont-elles été récupérées, servant ainsi des agendas étrangers? La guerre en Syrie n'est-elle pas au final rien d'autre qu'une guerre d'influence entre les États-Unis et la Russie? En septembre dernier, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont confrontés sur un terrain neutre, le siège de l'ONU, à New York. Chacun a déployé ses armes dans un combat dialectique devant l'Assemblée générale. Pour le chef du Kremlin, il n'y a pas d'alternative à Bachar al-Assad qu'il présente comme un rempart contre, je cite, le terrorisme. Aujourd'hui, nous fournissons une assistance militaire et technique à la fois en Irak et en Syrie. Nous pensons que c'est une énorme erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien. Nous devons finalement reconnaître que personne d'autre, à part les forces armées du président Assad et la milice kurde, ne combattent réellement le groupe État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Pas de retour possible au statu quo d'avant la guerre pour Barack Obama, qui considère la présence de Bachar al-Assad incompatible avec la résolution du conflit. Barack Obama a montré sa disposition à le laisser en place encore un certain temps. Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. Oui, le réalisme impose la nécessité d'un compromis pour mettre fin au combat et finalement éradiquer le groupe État islamique. Mais le réalisme exige aussi une transition gérée loin d'Assad, avec un nouveau leader. Damas a présenté à l'ONU la liste des membres de sa délégation aux négociations indirectes prévues la semaine prochaine à Genève avec l'opposition pour tenter de mettre fin à la guerre en Syrie. Cette délégation sera dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Faisal Moqdad et de l'ambassadeur de Syrie à l'ONU Bachar al-Jafari. La composante de la délégation de l'opposition n'a encore pas été tranchée. Avec nous à partir de Paris, Monsieur Lakhdar Brahimi, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été envoyé spécial et représentant du secrétaire général de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie entre 2012 et 2014. Monsieur Lakhdar Brahimi, que faut-il attendre de cette prochaine rencontre, celle de Genève, qui devrait se tenir la semaine prochaine? Vous savez qu'il y a des discussions en ce moment pour voir si elle peut avoir lieu à la date convenue ou non. Oui, absolument. En raison de désaccords entre les parties syriennes et peut-être surtout entre ceux qui soutiennent les uns et les autres au sujet de la composition ou de la délégation des opposants au régime de Damas. Donc, on ne sait pas si la réunion va se tenir ou non. Ce que je dirais pour ma part, c'est que la réunion de Vienne, les deux réunions de Vienne en novembre et décembre étaient prometteuses. La première réunion avait enfin indiqué que les acteurs étrangers principaux impliqués dans le conflit, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est des pays qui sont impliqués. Les Russes et les Iraniens soutiennent très très fort le gouvernement. Les autres pays de la région et les Occidentaux soutiennent l'opposition au régime. Ces pays ont accepté finalement de se réunir et ce qu'ils ont dit était prometteur. Mais il y a clairement des difficultés. Donc, s'il faut garder l'espoir, il faut aussi se rendre compte que c'est encore un chemin tortueux, probablement très long. Monsieur Lakhdar Brahimi, est-ce qu'il vous semble que les récentes tensions entre Téhéran et Riyad ont fait reculer certaines positions? Oui, évidemment, ça n'arrange pas les choses, mais disons que c'était pas vraiment tellement bien parti. Les participants n'étaient pas vraiment totalement prêts à favoriser un règlement. Il y avait déjà des divergences entre l'Iran d'un côté,
les pays du Golfe et la Turquie de l'autre. Oui. Et peut-être encore plus important, malgré le rapprochement qui s'est effectué au sujet de la Syrie entre la Russie et les États-Unis, les points de vue restaient quand même assez éloignés. Alors, la détérioration des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite certainement n'arrange pas les choses, tout comme cette action de la Turquie qui a consisté à abattre un avion de chasse russe très peu de temps après les réunions de Vienne. Finalement, ce sont plus que deux agendas qui sont en confrontation. Il ne s'agit pas d'Iran et d'Arabie Saoudite, mais bien plus. Oui, il y a une confrontation entre ces deux pays, mais malheureusement, les agendas sont beaucoup plus nombreux que cela. Vous avez un agenda turc, vous avez un agenda, je suppose, Hezbollah, vous avez un agenda occidental, notamment, mais pas seulement américain, et il y a plus que des nuances entre la position des Américains et la position des Européens. Et vous avez un agenda iranien pas très clair. Et un agenda israélien peut-être? Et un agenda iranien direct et indirect en Syrie qui est importante quand même. Et un agenda israélien, Monsieur Lakhdar Brahimi, probablement? L'agenda israélien est toujours... Les Israéliens, malheureusement, l'attitude notamment des pays arabes est telle que les Israéliens n'ont pas besoin de faire grand-chose. Ils attendent, ils regardent et ils récoltent les bénéfices. Ils font de la récupération quand cela leur est permis? Ça leur est permis très bien. On leur facilite les choses. Plutôt de la sous-traitance que de la facilitation, pour être plus direct. Non, je vous dis, ils sont là, ils regardent de l'extérieur et ils ramassent les bénéfices. La division des pays arabes, l'abandon quasi total des Palestiniens par tous les Arabes et par la communauté internationale de manière générale. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose pour récolter les bénéfices, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et vous avez vu comment ils sont en train de tuer les Palestiniens avec ou sans raison. Un journaliste israélien parlait d'assassinat. Il dit que c'est des assassinats. On dit qu'il y a un jeune homme qui nous menace et on le tue en lui tirant une balle dans le dos. On tue une jeune fille dans une voiture par erreur, disent-ils. Les Israéliens font absolument ce qu'ils veulent. Personne ne dit absolument rien. Rien du tout. Il faut peut-être être reconnaissant à quelques auteurs qui protestent, qui élèvent un peu la voix. Ils ne sont pas très nombreux, mais il faut leur être reconnaissant de ce qu'ils disent au sujet de l'injustice permanente et les souffrances qui sont imposées aux Palestiniens de manière quotidienne. Monsieur Lakhdar Brahimi, Russes et Américains ont fini par s'entendre sur l'établissement de listes d'opposants pouvant participer à cette rencontre. La rencontre qui est encore très peu probable, mais il va falloir espérer. Est-ce qu'il vous semble que c'est déjà un premier pas que l'on parle de représentants de groupes armés éventuellement à cette rencontre? Vous savez, à ma connaissance, enfin, les dernières nouvelles que j'ai entendues, et moi je n'ai pas d'autres sources d'informations, j'ai vu le secrétaire général des Nations Unies il y a quelques jours à New York. Quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'accord, et la dernier article du New York Times que j'ai vu, c'était encore un désaccord entre les Russes, les Américains et les autres au sujet de la délégation qui représentera les opposants au gouvernement. Oui, ce serait bien s'il y avait une représentation des groupes armés syriens qui ont pris les armes contre leur gouvernement. L'idée, c'est que, armés ou non, les Syriens se rencontrent pour essayer de régler leurs problèmes et de créer les conditions d'une Syrie nouvelle, plus apaisée. Et j'espère une Syrie unie. Monsieur Lakhdar Brahimi, au sujet de la liste qui est aujourd'hui en discussion, sur laquelle on s'est pas mis d'accord. En fait, sur quoi achoppe-t-on concrètement? Sur ces participants, sur les groupes? Quels sont les groupes qui sont autorisés et lesquels ne sont-ils pas? Il y a des individus. Le désaccord, c'est que il y a évidemment, malheureusement, les Syriens sont très divisés. Et il y a des opposants qui sont proches des Russes, qui ne sont pas acceptables aux gens qui soutiennent les autres groupes, la coalition qui a son siège en Turquie. Et donc, j'ai l'impression que les Russes insistent pour que
que les opposants qui sont proches d'eux, et cela inclut les Kurdes, doivent participer. Mais vous savez, si vous dites que vous allez former une délégation composée de gens qui ne s'entendent pas, c'est un peu difficile pour négocier avec un gouvernement aussi difficile que le gouvernement syrien à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je sais que les Nations Unies travaillent d'arrache-pied pour essayer de créer les conditions au moins d'un premier contact. Et pour d'abord essayer enfin de faire parvenir l'aide humanitaire à certaines communautés syriennes dans plusieurs régions qui sont littéralement en train de mourir de faim. Deuxièmement, si on dit qu'on veut mettre fin au conflit syrien, ça devrait nécessairement commencer par un cessez-le-feu. Et là, il faut donc créer les conditions pour commencer à parler de ce cessez-le-feu, de l'arrêt des combats pour ne pas, je ne sais pas comment on l'appelle cessez-le-feu ou autre chose, que le combat s'arrête et que l'on parle politique dans une atmosphère un peu apaisée et que les tueries cessent. Ça a toujours... Les bombardements syriens et russes et autres. Et occidentaux. C'est ce qui a toujours été souhaité par l'Organisation des Nations Unies et par ses émissaires, dont vous, Monsieur Lakhdar Brahimi, mais c'est resté un vœu pieux, les cessez-le-feu. Malheureusement, oui, c'est resté un vœu pieux. Vous savez, quand je m'occupais de ce dossier, l'ONU et le secrétaire général de la Ligue arabe, personnellement, Nabil Arabi. Oui. Nous étions les seuls à dire il n'y a qu'une solution politique. À la fin, tout le monde répétait, il faut bien le dire, hypocritement, que nous avions raison. Mais en fait, tout le monde travaillait pour la guerre. Le gouvernement syrien bombardait, s'en donnait à corps joie pour bombarder au nord, au sud et partout. Et les Russes et les Iraniens fournissaient au gouvernement tout ce dont il avait besoin. Tandis que de l'autre côté, la Turquie, la Qatar, l'Arabie Saoudite, les Occidentaux fournissaient aussi argent et armes aux autres. Et le secrétaire général des Nations Unies a dit à plusieurs reprises, commençons par arrêter la fourniture d'armes aux belligérants si on veut aller vers la paix. Mais personne ne nous écoutait et à ma connaissance, c'est pas arrêté. Absolument, ça se poursuit. On n'a pas encore arrêté la fourniture de matériel militaire aux belligérants à l'intérieur de la Syrie. L'opposition, par la voix de son coordonnateur Riyad Hijab, a averti que celle-ci ne pourra pas engager de négociations tant que les forces étrangères continuent à bombarder la Syrie, faisant directement allusion à la Russie. Cependant, il y a la Russie, oui, qui commet également des bavures et des bavures incommensurables, mais il y a d'autres coalitions qui bombardent Monsieur Lakhdar Brahimi. Comment arrêter toute cette folie? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même, c'est quelqu'un qui était Premier ministre de Monsieur Bachar al-Assad en 2012. Oui. Donc c'est quelqu'un qui connaît son pays, qui est un baathiste, qui a milité dans les rangs du parti du Baath toute sa vie. Et donc c'est plutôt bien qu'il soit en charge de cette délégation. Ils ont dit plusieurs choses. Ils ont dit qu'il faut arrêter les bombardements. Et je crois qu'ils ont raison, même si Hijab parle surtout des bombardements russes. Oui. Je crois qu'il parle aussi des bombardements du gouvernement syrien. Ah oui, absolument, ça va de soi. Les Occidentaux bombardent Daesh. Daesh, pour moi, c'est une organisation irakienne qui se trouve en Syrie, mais ils ont très peu de membres syriens dans leur rang. Bref, ils demandent l'arrêt du combat, ils rappellent aussi, et ça, la déclaration de Vienne en parle aussi, la libération des prisonniers politiques, même si on ne les appelle pas prisons politiques, disons les prisonniers auxquels on ne reproche pas grand-chose de criminels, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a les mesures de bonne volonté, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois, qui devraient être prises surtout par le gouvernement, parce que c'est eux qui ont beaucoup de prisonniers. Peut-être que c'est par là qu'il faut commencer des mesures de bonnes intentions, de bonne volonté, de part et d'autre. Ce serait bien qu'il y ait un arrêt des bombardements, ce serait bien qu'il y ait une libération de prisonniers, surtout par le gouvernement, mais aussi les organisations armées doivent avoir aussi quelques prisonniers. Ce serait très bien qu'ils soient relâchés. L'opposition déplore également, je cite, un recul très net des États-Unis dans le dossier syrien. Faille-t-il en parler ou faille-t-il le considérer ainsi, Monsieur Lakhdar Brahimi? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a un rapprochement entre les États-Unis et la Russie comparativement à ce qui se faisait préalablement? Vous
savez, moi, j'ai beaucoup travaillé à favoriser ce rapprochement parce que malheureusement, les pays de la région étaient incapables de travailler ensemble et les Russes et les Américains ont au moins accepté de parler entre eux et avec moi pendant assez longtemps. L'Ukraine a un peu gêné les petits progrès que nous avions effectués. Oui, il y a un désir chez les Américains et les Russes d'explorer la possibilité de travailler ensemble pour mettre fin au conflit syrien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, il n'y a pas de doute. Vous avez parlé, il y a cela quelques secondes, Monsieur Lakhdar Brahimi, de Daesh. Certains pensent que Daesh est instrumentalisé en Syrie ou encore en Irak. Partagez-vous ce point de vue de façon à encourager des interventions dans ces deux pays? Non. Daesh, c'est, vous savez, Al-Qaïda en Irak, c'est le produit direct. Oui. C'est la conséquence directe de l'occupation de l'Irak par les Américains. Il n'y avait pas de Qaïda en Irak. Qaïda est venu en Irak à cause de l'occupation. Daesh, c'est le successeur d'Al-Qaïda. C'est des officiers irakiens, des ba'athistes, parce qu'ils ont été maltraités par les Américains d'abord, mais aussi par les milices chiites qui maintenant contrôlent très largement le pays. Oui. Et c'est une organisation très certainement extrémiste, mais c'est une organisation irakienne qui est, pour dire un peu les choses d'une manière provocante, c'est l'enfant illégitime de l'invasion américaine et de l'influence iranienne et chiite extrémiste en Irak. C'est une réaction aux excès. Quand même, il faut dire que vous avez des millions de sunnites qui ont été chassés de Bagdad et que les sunnites n'ont pas beaucoup de droits en Irak en ce moment. Et ces milices extrémistes chiites oui, je crois qu'on peut dire qu'ils sont contrôlés par les pasdaran iraniens. Donc Daesh, c'est un peu une réaction à cette situation-là. C'est une organisation violente et extrémiste et injuste qui tue d'ailleurs autant de sunnites que de chiites et beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. C'est surtout des musulmans qui sont en train de tuer partout. Oui, alors comment expliquer sa force militaire, monsieur Lakhdar Brahimi? Leur force militaire, c'est... vous savez, quand ils ont pris Mossoul, l'armée irakienne s'est sauvée et leur a laissé, je crois, $1,5 milliard dans les banques et des tanks, des voitures, des hélicoptères. C'est une vraie armée. Avec des gens qui étaient dans l'armée de Saddam Hussein et qui sont des experts. C'est pas des paysans armés, c'est des gens qui savent manier les armes et les équipements qu'ils ont pris. C'est une organisation donc essentiellement irakienne à laquelle s'est joint des gens de plusieurs pays, beaucoup de Tchétchènes, quelques Européens et des gens pratiquement chacun des pays arabes. Curieusement, il y en a beaucoup de la Tunisie et de la Libye. Il y en a aussi d'Algérie, il y en a aussi du Maroc. C'est une vraie internationale. Mais c'est surtout une organisation irakienne. En 2014, ce sera ma dernière question, monsieur Lakhdar Brahimi. Vous aviez prévenu, je vous cite, que toute la région risque d'exploser. Tel est le cas aujourd'hui, hélas. Vous savez, ça c'est une règle qu'on a vue partout. Quand vous avez un conflit, une sorte de gangrène qui se développe au sein d'un pays, vous ne pouvez pas l'enfermer au sein de ce pays. Ça se répandra de plusieurs manières aux alentours. Ça commence par les réfugiés. Il y a quand même un pays comme le Liban qui a 4,5 millions. Ils ont 1,5 million peut-être maintenant de Syriens pour 4,5 millions d'habitants. Les Européens, évidemment, regardaient ça de très très loin. Maintenant, c'est arrivé chez eux. L'Allemagne seule a plus d'1 million de gens. C'est pas seulement des Syriens. Mais ensuite, évidemment, les pays voisins qui ont des perspectives différentes, des intérêts différents, des objectifs différents, se rencontrent au sein de ce pays qui a été gangréné, mais finalement tournent les uns contre les autres. C'est ce qui est en train de se passer. Et si nous ne faisons pas attention, nous tous, Marocains, Algériens, Maghrébins de manière générale, Indonésiens, nous allons avoir une guerre de religion sur les bras. Je ne sais pas combien de temps, combien d'années, combien de dizaines d'années cela va durer. Je
parlais avec quelqu'un l'autre jour qui est lié un petit peu au groupe musulman à travers le monde. Je lui dis, où sont nos responsables religieux? Où sont les gens qui disent, ça suffit, on ne va pas s'entretuer entre Shia et Sunna. C'est pas possible. Au XXIe siècle, il y a eu nos désaccords à la mort du prophète, mais ça, c'est déjà dépassé tout cela. On va recommencer, on va s'entretuer entre Shia et Sunna. On le fait maintenant au Pakistan, on le fait en Irak, on est au bord de le faire au Liban, on le fait en Syrie. Jusqu'à quand ça va arriver au Maghreb et en Indonésie? Je crois que aussi, s'il y a des chefs religieux qui pensent à la religion, qui ne pensent pas à utiliser la religion pour des fins politiques, c'est le moment qu'ils se retrouvent et qu'ils disent ça suffit. Ça va arriver partout, sauf en Israël, Monsieur Lakhdar Brahimi. Israël nous regarde, nous faisons le travail pour eux, on leur laisse les mains libres. On parlait un petit peu de temps en temps, on ne le fait plus. Il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays musulmans à Jeddah en ce moment. Oui. J'espère qu'il y aura une prise de conscience. Il y a un sommet arabe en mars. Moi, je rêve de voir un petit sursaut pour dire il y en a marre, essayons de nous retrouver, essayons de travailler ensemble, essayons de penser un petit peu à nos frères palestiniens, essayons de voir un petit peu comment cette chute des prix des matières premières et notamment du pétrole va nous affecter, comment nous pouvons y faire face. Il y a des perspectives enthousiasmantes, un travail magnifique à faire pour nos populations, pour notre jeunesse, au lieu de regarder faire le pire, oui. Les batailles entre Ali et Muawiyah. Rêver d'un sursaut, Monsieur Lakhdar Brahimi, pour un homme politique que vous êtes et diplomate aguerri, ce ne serait pas une utopie avec tout ce qui se passe, non? Vous savez, moi je n'ai jamais trouvé que être volontariste était une utopie. Une tare. On ne fait rien sans un peu de volonté et un peu de persistance et un peu de volontarisme. Quand même, c'est terrible. Et c'est une utopie de dire que les musulmans, que les sunnas et les chiites ne doivent pas s'entretuer. Ça ne devrait pas, effectivement. Mais il y a d'autres utopies qui se réalisent, comme l'alliance entre Samir Geagea et Michel Aoun. Pourquoi ne pas espérer l'alliance entre sunnas et chiites? C'est pas une utopie non plus, c'est les réalités libanaises. Le pragmatisme libanais. Oui, c'est peut-être une autre occasion, on pourra en parler. Monsieur Lakhdar Brahimi, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Lakhdar Brahimi a été envoyé spécial et représentant du secrétaire général de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie entre 2012 et 2014. Il a été médiateur international de l'ONU ainsi que représentant en Afrique du Sud et en Haïti, artisan des accords de Taïf, envoyé spécial pour l'Irak et l'Afghanistan en 2001, ministre des Affaires étrangères entre 1991 et 1992 et il était avec nous à partir de Paris. Nous ne considérons pas l'armée syrienne libre comme un groupe terroriste. Nous pensons qu'elle doit faire partie du processus politique, comme d'autres groupes armés sur le terrain, qui sont composés de Syriens opposants patriotes. Il faut absolument un processus politique et qu'il soit durable. Nous considérons comme terroristes ceux qui ont été désignés ainsi par les Nations Unies et par le système judiciaire de la Fédération de Russie. Pour battre Daesh, il faut mettre fin à la guerre en Syrie. Et ça, c'est le but de l'Amérique. Le défi aujourd'hui en Syrie, c'est de trouver un moyen de sortir de cet enfer. Réunis le 18 décembre dernier à New York pour discuter d'un éventuel plan de paix en Syrie, les grandes puissances sont tombés d'accord sur un projet de résolution. Le texte, adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, envisage des négociations de paix entre le pouvoir syrien et l'opposition à partir du mois en cours. Moscou a fait savoir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qu'il est impératif de s'entendre sur 2 listes, et cela avant l'ouverture de ces négociations.
Nous devons nous entendre sur 2 listes. La première, c'est celle des organisations terroristes, pour lesquelles un cessez-le-feu ne s'applique pas. Et la seconde liste est celle des différentes délégations de l'opposition, avec lesquelles il y aura des discussions sous les auspices des Nations Unies et du représentant du secrétaire général, qui a un rôle de coordination. Tenant compte des intérêts et d'agendas multiples, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, insiste de son côté sur l'implication positive des acteurs régionaux et plus globalement de la communauté internationale afin de parvenir à des négociations politiques sans prérequis d'aucun côté. Les acteurs régionaux et la communauté internationale peuvent aider à rappeler aux 2 camps, le gouvernement et l'opposition, qu'il faut commencer rapidement des discussions sans prérequis d'aucun côté pour répondre aux questions approuvées au meeting de Vienne. L'escalade des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a rendu hypothétique les prochaines négociations sur la Syrie. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, un conflit entre Téhéran et Riyad menacerait les pourparlers de paix. Frank-Walter Steinmeier invite les 2 parties à jouer un rôle constructif à propos de la question syrienne. Les informations qui nous parviennent indiquent que les 2 pays veulent continuer à jouer un rôle constructif à propos de la question syrienne. Mais si l'escalade se poursuit, il ne sera pas possible de contrôler les dynamiques de conflit. Nous devons donc poursuivre les discussions avec les 2 capitales. Les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergei Lavrov, qui se sont rencontrés hier, ont voulu donner une ultime impulsion au projet de l'ONU de négociation de paix à Genève entre le régime et une partie de l'opposition. Nous ne pensons pas du tout à repousser le début des négociations à février. Nous sommes sûrs que dans quelques jours, en janvier, ces discussions devraient commencer. Les revendications politiques des Syriens lors de manifestations pacifiques ont-elles été récupérées, servant ainsi des agendas étrangers? La guerre en Syrie n'est-elle pas au final rien d'autre qu'une guerre d'influence entre les États-Unis et la Russie? En septembre dernier, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont confrontés sur un terrain neutre, le siège de l'ONU à New York. Chacun a déployé ses armes dans un combat dialectique devant l'Assemblée générale. Pour le chef du Kremlin, il n'y a pas d'alternative à Bachar al-Assad qu'il présente comme un rempart contre, je cite, le terrorisme. Aujourd'hui, nous fournissons une assistance militaire et technique à la fois en Irak et en Syrie. Nous pensons que c'est une énorme erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien. Nous devons finalement reconnaître que personne d'autre, à part les forces armées du président Assad et la milice kurde, ne combattent réellement le groupe État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Pas de retour possible au statu quo d'avant la guerre pour Barack Obama, qui considère la présence de Bachar al-Assad incompatible avec la résolution du conflit. Barack Obama a montré sa disposition à le laisser en place encore un certain temps. Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. Oui, le réalisme impose la nécessité d'un compromis pour mettre fin au combat et finalement éradiquer le groupe État islamique. Mais le réalisme exige aussi une transition gérée loin d'Assad, avec un nouveau leader. Lakhdar Brahimi, envoyé spécial et représentant du secrétaire général de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie entre 2012 et 2014, était aujourd'hui l'invité de l'Histoire en marche. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Samiha Hali. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. Vous pouvez entrer en contact avec nous sur notre page Facebook, l'Histoire en marche, ou alors envoyez vos tweets à #Mariam Abdou-8. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.